Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. La Cour d'appel d'Antananarive fête aujourd'hui ses 50 ans. L'anniversaire a été célébré par une cérémonie qui a eu lieu à Nous aujourd'hui. Une stèle commémorative a également été inaugurée par le Premier ministre Camille Vital, qui a souligné que le but du gouvernement est aujourd'hui de donner un nouveau souffle à la justice malgache. Reportage. La première cour d'appel de Madagascar, celle d'Antananarive, a aujourd'hui 50 ans. Cet anniversaire a été célébré jeudi au siège à Nous avec la grande famille de la justice et les membres du gouvernement. Une occasion, selon le Premier ministre Camille Vital, de dresser un bilan de ce demi-siècle, étudier les problèmes et trouver les solutions. Les priorités devront être la proximité de la justice, l'amélioration des services et plus de confiance auprès des citoyens. Le chef du gouvernement d'ajouter que les tribunaux et les juges sont les garants de la justice et de l'égalité, sans oublier le respect du droit, raison pour laquelle les décisions de la justice doivent suivre les lois. Durant cette journée, une stèle commémorative a été inaugurée. La première cour d'appel a été créée en 1895. Elle a été régie par les lois du pays colonisateur jusqu'à l'indépendance en 1960. Entre 1960 et 1993, la cour d'appel d'Antananarive était la seule pour toute la grande île. Les affaires traitées au niveau des tribunaux de première instance des autres provinces étaient centralisées ici, ce qui provoquait une lenteur de la justice. Ce n'est qu'en 1994 qu'une seconde cour fut construite à Fianarantsoa, puis une troisième en 1996 à Mahajanga, une quatrième à Tuamasn en 2002, une cinquième à Tuliar en 2004, puis la dernière à Antsranan il y a 3 ans, en 2009. Et pour plus de proximité, l'État se fixe encore comme objectif de doter tous les districts d'un tribunal de première instance. Et continuons avec le sport. Les champions d'Afrique de pétanque sont revenus dans le pays. Il s'agit de Tina Mandib et Andy qui ont remporté la victoire face au Maroc. Toujours dans le sport, coup d'envoi donné aujourd'hui pour le tournoi inter-école militaire de foot volley et de basket à Betongoulou. Reportage. Lancement du tournoi Critérium inter-école militaire aujourd'hui par le Premier ministre Camille Vital. Ce tournoi a pris le nom du général de corps d'armée Bourg-Jean-Paul pour ses actions de promotion du sport au sein de la Grande Muette. Le sport est essentiel pour le maintien physique, mais aussi pour forger le caractère et renforcer l'unité de l'armée. Les Jeux ont été ouverts au stade de Betongoulou et vont durer 10 jours. 4 écoles participeront aux rencontres de foot, volley et basket. Premier match aujourd'hui entre le CPO et le premier RFI pour le basketball et l'ENSOA, l'école des sous-officiers, et l'école de gendarmerie d'Ambouche pour le foot. Retour au pays des 4 malgaches champions d'Afrique dans la discipline pétanque. Ce n'est pas la première fois que Madagascar gagne dans cette discipline, mais selon les 4 athlètes, Tina, Man, And et Mandib, gagner n'a pas été facile, surtout face aux joueurs maghérébiens qui ont une bonne technique. Ils ont également reconnu la force de la Côte d'Ivoire qu'ils ont battue avec un score de 13-10 en demi-finale et le Maroc en finale avec le score 13-8. Le responsable du projet Appui au bilinguisme, Sophie Babod, a été décorée aujourd'hui, a été élevée au rang de chevalier national malgache par le ministre de l'Éducation nationale, rappelant que ce projet d'appui au bilinguisme vise à renforcer la capacité des enseignants publics et privés à Madagascar. Lantman Larassat. Ça fait 3 ans, depuis 2009, que Mme Sophie Babod continue de s'occuper pour l'amélioration de l'appui au bilinguisme à Madagascar, un projet qui vise au renforcement des capacités des enseignements malgaches à éduquer le français et le malgache dans les écoles publiques et privées. Alors, durant ces 3 années, j'ai travaillé avec l'équipe d'assistants techniques appui au bilinguisme à Madagascar sur différents points, sur la conception d'outils. Nous avons conçu un précis méthodologique bilingue en français et en malgache pour les enseignants de français et les enseignants de malgache. Apprendre une langue pour communiquer.
Nous travaillons actuellement sur la conception d'un didacticiel destiné au renforcement linguistique et méthodologique des enseignants de mathématiques. Cette fois-ci, il y a eu un point important de nos activités qui a concerné les CLEF, les centres locaux d'échange francophones, qui ont été mis en place dans 100 communes rurales de Madagascar. C'est le projet qui les a mis en place. Maintenant, les CLEF ont été totalement pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale. Le gouvernement malagasy, par le biais du ministère de l'Éducation, l'a décorée chevalier de l'ordre national malagasy. Elle va rejoindre très bientôt son pays natal, la France. Mais le succès de ce projet contribuera au rafraîchissement des relations entre le gouvernement malagasy et le gouvernement français. Et continuons avec la culture. C'est dans la Liesse qu'a été célébré le début du grand festival Dunia à Nouspe. Cette 18e édition verra la participation de plus de 40 associations et entreprises. Plusieurs artistes locaux comme Jerry Marcos, Ambunj Nafanjam ou encore Bigamdi sont invités durant ce grand événement culturel, sans oublier les artistes étrangers venus de la Réunion, des Comores ou de la France. La particularité de ce festival est qu'il raconte la culture de Nouspe à la population, mais aussi aux touristes émerveillés par les chants et danses folkloriques traditionnelles. Le Wadja en est un exemple. Comme chaque année, le Douni donnera du rythme sur l'île de Nossidé. Et revenons à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui a pour thème forêt, nature à votre service. Les étudiants du lycée d'enseignement général de Mianarivoyetas n'ont pas manqué de marquer cette journée. Le mercredi dernier, les élèves ont organisé quelques manifestations. Alfred Rangemas de VMITAS. La nature à votre service, les étudiants du club pour l'ONU au sein du lycée d'enseignement général de Mianariv au chef-lieu de la région Itas, ont célébré la journée mondiale de l'environnement le mercredi 8 juin dernier. À part des sketchs et chorégraphies ainsi que rencontres sportives, il y a eu aussi des expositions sur les avantages de la protection de l'environnement en passant par la présentation des réchauds à l'énergie solaire. À l'étranger, mettre fin au sida dans 10 ans, c'est le but que s'est fixé l'Organisation des Nations Unies 30 ans après la découverte du premier cas de cette maladie. Réunis lors de l'Assemblée générale, les chefs d'État et les membres du gouvernement se réunissent pour trouver un nouveau plan d'action, rappelant qu'en fin 2010, on comptait encore plus de 30 millions de personnes vivant avec le VIH. Reportage. Le Soudan s'embrase à nouveau. L'armée de Khartoum s'est emparée le 21 mai d'Abyei, région disputée entre le nord et le sud-Soudan qui a voté son indépendance. Plus au nord, dans l'état du Kordofan Sud, des combats meurtriers opposent les deux armées. Dans les deux cas, des dizaines de milliers de réfugiés sont jetés sur les routes. Dans l'ouest, la région du Darfour est, selon le procureur de la Cour pénale internationale, toujours soumise aux violences. Ces millions de victimes déplacées subissent toujours des viols, la terreur et des conditions de vie qui visent à la destruction de leur communauté. Tout cela constitue un génocide. Le président Béchir, déjà inculpé de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, poursuit la même politique de terreur sans tenir compte du mandat d'arrêt de la CPI lancé contre lui. Ses partisans balayent les accusations. Comme d'habitude, le rapport est surchargé d'accusations. Je veux dire des accusations sans fondement de viol, de meurtre et de crimes de guerre. Cela est incorrect, c'est faux. Ces affrontements peuvent, à un mois, jour pour jour de la proclamation de l'indépendance du Sud-Soudan, tout remettre en cause et faire basculer le plus vaste pays d'Afrique vers une nouvelle guerre civile.
Veuillez nous excuser de cette interversion d'éléments. Comme vous avez pu le constater, les conflits et les affrontements sont revenus au Soudan. Mais comme je vous le disais, mettre fin au sida d'ici une décennie, c'est le but de l'ONU face à cette grande pandémie qui tue des milliers de personnes depuis 30 ans. Les chefs d'État et les chefs de gouvernement se réunissent actuellement en Assemblée générale pour voir justement quels sont les moyens et les stratégies à mettre en place pour un nouveau plan d'action. Reportage. Tenez vos promesses, mettez fin au sida maintenant. C'est ce qu'ont scandé des centaines de manifestants mercredi à New York, à l'occasion d'un sommet organisé par les Nations Unies pour faire le point sur la pandémie. Si nous arrivons à donner un traitement à 15 millions de malades d'ici 2015, nous pouvons stopper le sida. C'est une occasion historique. Nous demandons à l'ONU de tenir ses promesses et de mettre fin à cette maladie. À l'intérieur des Nations Unies, une trentaine de chefs d'État réunis pour 3 jours avec un but, redéfinir les engagements de la communauté internationale contre la maladie. Cette réunion de haut niveau est une occasion unique pour réitérer notre engagement collectif et intensifier notre mobilisation contre le sida. Même si le taux d'infection est légèrement en recul, l'Afrique demeure le continent le plus touché par le VIH-Sida. Et les moyens de lutte sont toujours insuffisants. Pour le président rwandais, les femmes doivent faire l'objet d'une attention particulière. La contribution des femmes au développement de nos pays ne doit pas être sous-estimée. Il faut non seulement les prendre en considération, mais elles doivent même être notre priorité dans la lutte contre le sida. La fin du sida d'ici 10 ans, c'est l'espoir exprimé par le secrétaire général des Nations Unies. Les participants au sommet ont 3 jours pour se mettre d'accord sur un nouveau plan d'action. Et continuons avec le monde en bref. Une variante de la bactérie tueuse E. coli a été découverte dans des pousses de betteraves aux Pays-Bas. L'Italie est indignée face à la libération de l'ancien activiste de l'extrême gauche Cesare Battisti par le Brésil. Et toujours en Italie, selon les autorités, 140 membres d'une organisation criminelle ont pu être arrêtés grâce à l'opération Minotaur. Et enfin, au Yémen, les partisans et Abdullah Saleh se prépare pour une forte mobilisation demain après l'annonce de sa sortie des soins intensifs à Riyad. Le monde en bref. Le président yéménite est sorti de l'unité de soins intensifs de l'hôpital des forces armées de Riyad. Selon les informations officielles, l'opération subie en Arabie Saoudite par le chef de l'État a été un succès. Ali Abdallah Saleh avait été blessé vendredi dernier lors d'un bombardement du palais présidentiel à Sanaa. Son éventuel retour aux affaires est vivement contesté dans son pays, où les protestataires réclament depuis fin février le départ du président yéménite au pouvoir depuis 33 ans. En Italie, l'opération Minotaur a permis l'arrestation de plus de 140 membres de la 'Ndrangheta, l'organisation criminelle calabraise. 1300 carabiniers ont participé à ce coup de filet qui a eu lieu au nord et au sud du pays. Des biens à hauteur de 70 millions d'euros ont été saisis. La 'Ndrangheta est devenue la plus importante et la plus dangereuse des 4 grandes organisations mafieuses italiennes. Elle a étendu ses ramifications dans le monde entier. Spécialisée dans le trafic de drogue et le trafic d'armes, son chiffre d'affaires est estimé en 2010 à 44 milliards d'euros. L'ex-activiste italien d'extrême gauche Cesare Battisti est sorti jeudi de la prison brésilienne où il était incarcéré depuis 4 ans après la décision de la Cour suprême du Brésil de refuser son extradition vers l'Italie et de le libérer immédiatement. Rome a aussitôt annoncé un recours devant la Cour internationale de justice. La justice italienne avait condamné en 1993 Cesare Battisti par contumace à la réclusion à perpétuité pour 4 meurtres et complicité de meurtres perpétrés à la fin des années 70, les années de plomb du terrorisme, des crimes dont Battisti s'est dit innocent. Une variante de la bactérie E. coli différente de celle qui est à l'origine de l'actuelle épidémie en Europe a été détectée sur des pousses de betteraves cultivées par un producteur néerlandais. Une souche rare et virulente de la bactérie E. coli entéro-hémorragique a provoqué, selon un dernier bilan, la mort de 30 personnes, dont 29 en Allemagne. La source de la contamination, que les autorités sanitaires allemandes traquent depuis 5 semaines, n'a pas encore été trouvée.
Et en Centrafrique, un membre du gouvernement a rendu visite aux victimes du conflit entre chrétiens et musulmans. En Afrique de l'Ouest, plusieurs paquets de cocaïne ont pu être saisis dans plusieurs pays. Enfin, l'aide à la Turquie, à l'Égypte et à la Côte d'Ivoire était au centre des discussions à Lisbonne lors de la réunion annuelle de la Banque africaine de développement, l'Afrique en bref. Le président de la Banque africaine de développement a donné jeudi le coup d'envoi de l'Assemblée annuelle de la BAD. Au cœur des travaux, l'aide à la Tunisie et à l'Égypte, dont les économies sont malmenées depuis l'émergence du printemps arabe. Donald Kaberuka a également évoqué un possible retour du siège de la BAD à Abidjan dès que les conditions seront réunies. Il a promis une aide financière pour relancer l'économie ivoirienne. Cet après-midi, j'aurai le plaisir de partager avec les autorités ivoiriennes notre appui budgétaire d'urgence de 130 millions de dollars. Cet appui à décaissement rapide a été approuvé en état record par notre conseil la semaine dernière. La police béninoise a intercepté mardi 30 kilos de cocaïne en provenance d'Amérique latine. La drogue avait transité par le Ghana et le Togo. 4 jours plus tôt, les douaniers avaient saisi 200 kilos de cocaïne dissimulée dans les valves de canalisation d'eau. Cotonou n'est pas forcément devenu le maillon faible du trafic de drogue, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est touchée par ces réseaux criminels. Cette drogue avait pour destination l'Europe. Les responsables de ces trafics sont rarement attrapés et bénéficient de multiples complicités. La ministre centrafricaine des Affaires sociales, Marguerite Petrocloni, s'est rendue au chevet des blessés après les violences intercommunautaires qui ont frappé Bangui. Il y a une semaine, l'assassinat de 2 enfants a provoqué de violents affrontements entre chrétiens et musulmans. Ces violences ont fait 11 morts et 58 blessés. Les Tchadiens de la capitale centrafricaine étaient particulièrement ciblés par ces émeutes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite au programme avec la TVM. Au revoir.